ou encore les participants à la guerre ont tenté de résister pour survivre, pour conserver leur humanité et leur dignité, ou encore pour remonter le moral et aider les camarades. De 1939 à 1945, il y eut différents types de résistants. Ceux qui vivaient dans la France occupée sous le régime tout de d'abord Vichy sous forme et qui de étaient journaux soumis à comme la les pression lettres des françaises nazis mis et en à la place par le clandestinité. Conseil national des Ceux qui écrivains. vivaient dans la France exilée de rester pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment les colonels et encore ceux qui étaient dans l'ordre de la loi, les camps de prison. Travailler toute la journée, à 6h30, 7h. Et là, j'étais censé récupérer jusqu'à 4h du matin. Je suis né à Marseille et comment dirais-je, j'ai commencé mon engagement quand, en troisième année, j'étais à l'époque du brevet élémentaire. Le brevet élémentaire, c'était un diplôme qu'on avait 4 ans après le certificat d'études. Alors j'ai commencé, j'avais à peu près votre âge. Mais ce qui est intéressant au départ, de savoir pourquoi cet engagement. Alors cet engagement me provient de l'éducation de mon père. Mon père, comme sa génération, est né en 1890. En 1910, il a 20 ans, il part au service militaire 3 ans. Il revient en 1913 pour repartir en 1914 jusqu'en 1918, 7 ans. Il m'a donc éduqué, la génération à laquelle j'ai vécu, il m'a éduqué avec un esprit de combattant, un esprit d'être attaché à la nation, vous voyez, un esprit patriotique, et aussi à cet esprit de liberté. J'ai eu la chance de tomber sur 2 dirigeants clandestins qui travaillaient, mais qui étaient des dirigeants clandestins de la métallurgie de la résistance, qui petit à petit m'ont pris en main. Et avec les idées que j'avais, bon, j'ai vite compris, quoi. Et on me disait par exemple, tiens, tu veux nous aider à distribuer des tracts de la résistance? J'ai dit oui. Alors, on le faisait alors que l'atelier était fermé, hein, avant la prise du travail. Mais il faut savoir que malheureusement, il y a eu des Français qui se sont engagés et constitué la milice. Et cette milice était des collaborateurs. Ils servaient d'interprètes. Quand les Allemands ont occupé, ils servaient d'interprètes. Et ils servaient à renseigner, à donner tout ce qui paraissait, ils le signalaient. Vous voyez? Ça veut dire que la population, elle était véritablement asphyxiée, vous voyez? Les gens avaient peur des uns des autres. Puis, avec l'occupation, il y a eu l'incitation à la dénonciation. Vous voyez, c'était horrible, soi-disant. On a encouragé
Les gens, c'est comme ça qu'on retrouve dans certains déportés, ben, ils ont été déportés par dénonciation, alors qu'ils étaient rien. C'est quelqu'un, il y en a que, bon, ils étaient engagés, mais il y en a beaucoup comme ça, qui ont été déportés, alors qu'ils n'étaient pas véritablement opposants aux Allemands. Parce qu'il faut comprendre, dès le départ, l'état d'esprit de la population. La population avait perdu confiance, ne croyait en plus rien. Mettez-vous, reportez-vous à cette époque. Le maréchal Pétain, un glorieux combattant de 1914, qui là vient et capitule devant l'ennemi. À côté, un général, secrétaire d'État à la Défense, général de Gaulle, qui appelle. Les gens, ils ne savaient plus où ils en étaient. Hein. Et malgré tout, ben, nous progressons chaque année, puisqu'il y a 4 ans, le nombre d'élèves qui ont pu voir des grands témoins était de 2800, l'année suivante 3002, l'an passé on était près à près de 3700, et cette année nous allons dépasser les 4500 élèves qui auront vu des grands témoins. Fin mars, dans les collèges, vous avez des épreuves de 2h30 sur des sujets académiques. Rassurez-vous, c'est exactement les mêmes épreuves que vous passez pour le brevet, sauf que cette fois-ci, le sujet portera sur le thème du concours de cette année, vous le connaissez tous, la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Nous avons réussi à regrouper dans la ville de Nantes un certain nombre de jeunes, une centaine en fin de compte. La même chose s'est produite dans d'autres villes, à Lille, dans le Nord, dans le bassin minier, à Toulouse. Des jeunes qui ont décidé de ne pas admettre l'état de fait, de considérer que la France était un grand pays qui n'acceptait pas l'esclavage. Ces premiers tracts ont une certaine portée, mais nous avons très vite compris que ça ne suffisait pas, que les Allemands n'avaient que faire de nos tracts. Les tracts s'adressaient surtout à la population française. Nous lui demandions de se réveiller et de comprendre ce qui se passait, de prendre part. Mais la lutte armée nécessitait déjà une certaine connaissance des armes et le moyen de s'en servir. Nous avons pris contact à ce moment-là avec des jeunes républicains espagnols qui avaient été chassés d'Espagne à la suite de la victoire de Franco et internés par le gouvernement français dans des camps de concentration dans les Pyrénées, à Argelès. Ces jeunes antifascistes espagnols nous ont appris à nous servir des armes, nous ont appris à nous procurer de la dynamite en allant dans les carrières autour de la ville et les cordons de Big Fort qui nous permettaient d'allumer ces explosifs. C'est alors que nous avons pu faire sauter des rails et d'empêcher des trains de militaires allemands de traverser entre Nantes et Saint-Nazaire, entre Nantes et La Roche-sur-Yon.
la relève de la gare. Votre présence ici, en ce lieu symbolique, prouve déjà votre engagement. Comme vos aînés, puisez votre volonté, votre vaillance, votre énergie dans le même courage, la même abnégation, le même altruisme dont ils se servirent pour défendre nos vies, notre pays et notre liberté. Jeunes lauréats, et j'en terminerai par là, pour de bon, répondez aux sollicitations des maires de vos communes par votre présence lors des cérémonies mémorielles. Soyez fiers de l'accomplir. Pour nos héros, ils se reconnaîtront en vous. Comme je l'ai dit à vos prédécesseurs, il faut apprendre et retenir les leçons du passé afin de ne pas revivre d'autres drames et ainsi forger votre propre avenir. Alors donc, le rôle de la résistance, c'était 1. Porter des coups à l'ennemi pour faire voir que quand même la France résistait, non seulement en dehors des frontières, mais au sein des frontières. 2. Regagner la confiance de la population. Regagner la confiance de la population. Et si vous voulez, le 3e objectif, c'était de préparer la libération. Le travail qu'il y avait alors, j'ai commencé par distribuer des tracts, et puis petit à petit, on nous a dit, ben, mais ça serait bien qu'on le fasse en dehors de l'entreprise le soir. Alors là, avec des lance-pierres, dans la journée, on cassait les ampoules d'éclairage, hein, pour que le soir, on puisse tranquillement mettre dans les boîtes à lettres, vous voyez, ces idées qui ont contribué à regagner la confiance. Ça a été long, il fallait le temps. Il y a le temps et l'expérience. On explique les choses. On n'est pas cru. Ben, après, il faut continuer. Et le temps aide à la prise de conscience. J'étais dans les FTP, francs-tireurs et partisans. C'est une organisation qui était pour les coups de main. Comment on était organisé? On est organisé par 6. Il y a un chef de groupe qui nous réunit, mais qui nous réunit que pour faire les coups de main, et il nous voit séparément. À ce moment-là, devenu clandestin, changeant de nom, je protège aussi ma famille, mes parents. Plus de domicile, plus de carte d'alimentation, j'étais illégal. Plus de revenus, je ne travaille plus. Hein. C'est des situations. C'est pour ça que dans la résistance, ceux qui se sont engagés vraiment, en général, c'est les jeunes. Elle circulait, on s'enlaçait comme amoureux. Mais je prie de vous croire qu'on était loin de penser vraiment, hein, on avait une peur aussi bien la fille que le garçon. Hein. Vous voyez comment on faisait pour... Et dans les tracts qui étaient le plus élus dans l'entreprise, ce sont ceux qu'on affichait dans les portes des WC à l'intérieur. On les affichait
Après, il y avait le défilé pour le lire. Vous voyez, on nous donnait, parce qu'à cet âge-là, on ne pensait pas ça. Voilà, c'est... À la gare de Mauthausen, tous les habits ont été jetés par terre, dans la neige. Et ordre nous a été donné de nous habiller avec ce qu'on trouvait dans le tas de frais. Nous avons pris n'importe quoi, des chaussures dépareillées, pas notre pointure, n'importe quoi. Et on nous a ordonné de nous rassembler par rang de 5. Je vous prie d'imaginer ce qu'était ce défilé de mannequins mal habillés, mal fringués, mal chaussés, escortés par des chiens de SS et des SS avec des fusils. Et ordre nous a été donné de prendre la route, cette route escarpée qui montait à la citadelle de Mauthausen. Là, ceux qui sont arrivés, car qui tombait était immédiatement fusillé, coup de revolver au coup de fusil. Mais quelle leçon de solidarité, quelle leçon de rapport humain. J'ai appris là que les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, étaient capables de s'entendre dans les moments tragiques. Et la philosophie que j'en ai tirée, pourquoi ne le ferait-il pas dans des périodes de paix? Alors, bien entendu, les circonstances d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. La vie que vous connaissez est bien plus facile. Elle ne recèle pas les mêmes dangers. Mais elle appelle les mêmes qualités. Et il vous appartient, tel que vous êtes, dans la société où vous êtes, de trouver les voies et moyens d'une société où il sera plus facile de vivre, où il y aura plus d'égalité. Allez, on se laisse. 1985. Auparavant, nul ne voulait venir dans les classes pour témoigner. Les premiers grands témoins que j'ai fait venir, et notamment les déportés, écoutez bien, certains sont venus, très bien, eh bien ils n'ont pas pu témoigner. Pourquoi? Parce que l'émotion les étreignait tellement qu'ils étaient dans l'incapacité de parler. Qu'est-ce que ça vous fait émotionnellement de raconter votre passé? Bon, cette demoiselle te demande, émotionnellement, qu'est-ce que ça te fait de raconter ton passé maintenant? Il est évident que lorsque j'entre à la maison, après une journée comme celle d'aujourd'hui, où je vois tant de jeunes, avec qui je peux m'exprimer, je peux dialoguer, j'ai de la peine à dormir le lendemain, hein, la nuit qui vient, ça c'est sûr. Mais enfin, mes camarades me disent qu'il faut que je le fasse, je le fais, aussi longtemps que je pourrai. Et j'ai bientôt 95 ans, je crains que ce ne soit pas pour très longtemps. J'ai 17 ans.
Alors qu'est-ce que ça vous fait là de rendre, qu'est-ce que ça vous fait de rendre ces prix, de donner ces prix? Là ça va, ça fait plaisir, je veux dire. Ça nous donne du tonus. Par contre, dans ce qu'on fait, on fatigue. Ouais. Moi je le vois, j'ai besoin de beaucoup de repos. Quand je suis libre, après mon repas, pensez que cette année, je suis arrivé à m'exprimer devant 3800 élèves. Parce que notre pays continue à vivre. Hein, et l'avenir du pays, c'est vous. Hein. C'est pas moi, hein, c'est vous. Puis alors, le travail de la mémoire est considérable. Hein. Ne jamais sombrer dans l'oubli. Voilà. Ben moi, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'ai dialogué avec cœur avec vous. Et je suis persuadé qu'il en restera. Il en restera. Merci beaucoup. Oh, c'est un devoir de mémoire. Il n'y a pas de remerciement. C'est moi, je dois faire l'effort pour faire bénéficier, comme vous m'apportez ce qui me manque. Et quand on vieillit, il manque beaucoup de choses. Et les jeunes constituent un apport. Un apport. Voilà. C'est très... C'est indispensable, disons. Voilà. C'est indispensable. Ce qu'on peut regretter, que ça ne s'est pas fait avant, plus tôt. On a perdu du temps, voilà. Mais dès l'instant où il y a la prise de conscience, ben on arrive à combler le vide. Merci. On se lève, mais on se lève. Allez. Merci beaucoup. Merci. Mais je vais vous faire l'accolade, moi. Oh. L'accolade qu'on fait au futur.